Le coq chante, le jour se lève, tout le monde s'active au village. Nous sommes avec l'un des dignes représentants de la diaspora à Burkinabé. Il est écrivain, journaliste, c'est une voix bien connue des auditeurs de Radio France Internationale RFI. C'est une voix bien connue et bien appréciée par le monde paysan. Il est le producteur et le présentateur de l'émission Le Coq Chante. Sayouba Traoré est dans le fauteuil blanc. Bienvenue à Surface de Vérité. Bonjour, monsieur. Dans quel cadre êtes-vous au pays? Je suis là pour des questions familiales. Pour une fois, ce n'est pas des mauvaises nouvelles. Je suis là pour marier ma nièce. Ça s'est passé samedi dernier à la mairie de Bordeaux. Tout le monde était content et je pense que les mariés encore plus. D'accord. Alors, retour un peu dans votre parcours assez riche quand même. 81, vous partez pour Paris pour des études d'histoire diplomatique et de relations internationales, c'est bien ça? Oui, exact. Exactement le 2 février. Alors pourquoi en février? Parce que pour ceux qui connaissent l'année académique, on sait que l'année académique ne commence pas en février. Alors, nous, on avait à l'époque ce qu'on appelle les préinscriptions. Bon, excusez-moi, ça date un peu. Et je ne sais pas si c'est toujours les mêmes termes. On avait les préinscriptions, les visas et tout ça en poche, les papiers de bourse et tout. Et boum, intervient le coup d'état de l'officier Césaire-Bon. Alors, on se retrouve bloqué là. Et c'est à partir de janvier, février qu'on a pu commencer à aller. Et ça fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu avoir l'inscription parce que l'année académique était très largement entamée. Bon, je fais partie des chanceux qui ont pu s'inscrire à l'Université Paris 1 pour des études d'histoire diplomatique et de relations internationales. Je dois faire la nuance parce que j'ai eu comme professeur Jean-Baptiste Durosel, qui lui-même était l'assistant de Pierre Renouvin, qui a inventé la théorie, qui a en tout cas mis au point la théorie des relations internationales. Parce que pour lui, il y avait l'histoire, on étudiait seulement l'histoire des relations intergouvernementales, des rapports officiels, des conférences, mais il y a les relations entre les peuples. Si vous regardez autour de vous, il y a le vécu, les relations entre les populations, les échanges, les interpénétrations. Tout à fait. La preuve aujourd'hui, au niveau des espaces comme l'UEMOA, la CEDEAO, on parle de CEDEAO des peuples, par exemple. Exact. Et par exemple, je prends un exemple qui me touche personnellement. Et samedi, moi qui voyage beaucoup, j'ai fait la remarque, mais pour les Burkinabés, c'est passé comme une lettre à la poste. Pour vous dire que la société burkinabé, moi, elle m'enchante à plus d'un titre. Nous avons beaucoup de valeurs, beaucoup de richesses qu'on doit sauvegarder, même au prix d'un combat acharné. Je vous prends l'exemple, le marié, son père était un Goumaché, un Lakwandé, de Fada. Sa mère, Bazie, une Gouressi. Et ils se sont rencontrés à Banfora. Ouais. Et lui, le marié est né à Banfora, il a grandi à Banfora. La mariée, c'est-à-dire ma nièce, son père est un Yana, qui a rencontré ma soeur à Wayuya. Vous voyez comment les choses s'intercroisent, quoi. Et ils sont nés, le père était affecté à la météo à Fada. Donc, ma nièce est née et grandie dans le milieu Goumaché. Vous voyez, mais chez nous, c'est naturel, c'est normal. C'est normal qu'il y ait ces interpénétrations-là, ces entrecroisements entre populations. Je vous assure. Vous êtes un fruit, puisque à un moment donné, vous êtes retrouvé de l'autre côté. Ce n'est pas moi qui me suis retrouvé de l'autre côté, c'est le grand-père qui a été envoyé là-bas au temps des travaux forcés. Et à Markala pour construire le pont, c'est le pont de Markala. Et c'est pour cela qu'une partie de la famille est Traoré et l'autre famille est Ouedraogo. Et c'est pour vous dire que, bon, de par mon parcours, je vous garantis qu'il y a beaucoup de pays où ça, ce n'est pas possible. Ce genre d'interpénétration, d'échange entre populations, c'est même pas envisageable. Et ça, il faut l'étudier, il faut l'apprendre. Mais nous, c'est devenu tellement naturel, c'est tellement naturel chez nous. C'est pour vous dire qu'on a des valeurs. Et je pense que, je dis toujours que le Burkina Faso, quand on est plongé dans le bain, il y a des choses qu'on ne voit pas. Je pense qu'il faut prendre du recul
Je ne sais pas pour vous rappeler certaines anecdotes artistiques risibles, mais il faut prendre du recul pour voir certaines choses. Moi, je connais des quartiers dans un État centrafricain, d'Afrique centrale. On vous dira, je vais aller dans tel quartier, votre accompagnateur vous dira, je ne peux pas, parce que là, c'est le kilomètre, je ne sais plus combien. Et c'est le quartier musulman, je ne peux pas y aller. Il n'y a pas ça au Burkina Faso. On fait les choses tout à fait naturellement, quoi. Vous entrez dans une famille, le papa est Moussi, la femme est Peul ou Dagara. C'est-à-dire, c'est tellement naturel chez nous qu'on ne s'en rend même pas compte. Et cette richesse, il faut vraiment qu'on la conserve. Même si depuis un certain temps, par le fait aussi du discours politique, il y a des velléités. Ça a vraiment peu de chances de réussir chez nous parce que les choses sont tellement... Vous arrivez dans une bande de copains, vous trouvez du tout. Mais on s'en rend même pas... C'est devenu tellement naturel qu'on s'en rend même pas compte. Souhaitons que ce soit un socle, un béton armé, à défaut que ce soit un rocher, quoi. Voilà. Alors, parlant toujours de votre parcours, il y a eu cette période où, à un moment donné, ça n'a pas été évident pour les études. Vous avez eu la bourse coupée. Ah, pas seulement la bourse coupée. C'est-à-dire qu'il y a des moments, bon, quand on est jeune, vous savez ce que c'est. Hein. Il y a un moment où j'aurais dû me taire et je n'ai pas su le faire. Alors, je vous explique. En juin, moi, j'étais militant du M21 quand j'étais étudiant. Bon, il faut que je situe le contexte. Dans le mouvement étudiant, il y avait les communistes purs et durs. Nous, c'était la branche soft de M21. Et on a des leaders, des grands noms connus, Basile Guissou, Valère Soule. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une rencontre justement des anciens. Et nous, c'était le NCOL, pour rappeler NCOL, c'est nouveau courant opportuniste et liquidateur. Pour les autres, bon, mais on était ensemble. Et puis, quand tout est arrivé, bon, moi, La révolution. C'est tout naturellement que je me suis retrouvé militant du CDR de Paris. J'ai même la carte numéro 1 du CDR de Paris. Je prends le risque de le dire parce que si moi je fouille dans mes archives et que je ne retrouve pas cette carte, je sais que si on fouille dans les archives, on va la retrouver. En tout cas, il y aura mon nom quelque part. Puis en juin 1984, le colonel Didier, avec 7 de ses compagnons, ont été fusillés pour des faits de coup d'État ou des préparations de coup d'État. Et parmi eux, il y avait un ami à moi, Anatole, qui était pilote. Et puis un neveu, Adama Ouedraogo, qui était homme d'affaires. Et il s'est dit dans les études de dossier qu'il était à Dakar où il rencontrait Kizerbo pour des entretiens pour préparer un coup d'État. Et moi, je sais qu'il était à Paris avec moi, à mon domicile. Et c'est moi qui l'ai accompagné à l'aéroport et il a pris le DC-10, je ne sais plus c'est 8 ou Air Afrique. En tout cas, c'est moi qui l'ai accompagné un soir pour qu'il rentre à Ouagadougou. Et il n'était pas du tout à Dakar. Et ça, je peux le certifier. Et j'ai toujours les témoins, ils sont toujours vivants, je peux le certifier. Et je n'ai pas su me taire. Alors, je me suis retrouvé indésirable. Bon, on ne me l'a pas dit vis-à-vis, mais on a fini par me faire comprendre que ça risquait de ne pas être facile si je rentrais au pays. Donc, le motif, il est politique. Moi, je ne dis pas qu'il est politique, il est familial. La racine est politique, mais moi, je ne fais pas de politique. Moi, je fais des analyses politiques, mais je ne suis pas dans l'action politique. Voilà. Et là, vous Et êtes aujourd'hui, à partir de ce moment. même aujourd'hui, à cause de mon métier, j'ai du mal à le faire comprendre, mais j'explique toujours qu'un journaliste a un devoir de neutralité et ne peut pas avoir la carte d'un parti politique dans sa poche. C'est strictement interdit par notre métier. Et moi, je suis pas dans l'action politique, je suis dans l'analyse politique. C'est totalement différent. Yeah. Bon, si le départ est politique, en tout cas pour moi, c'est familial. Et puis par la suite, ce que nous demandions était très simple. Nous sommes des Africains et quand une mort survient, surtout une mort violente, nous voulons quand même pouvoir clôturer le deuil par des cérémonies.
il ne nous a pas été donné de pouvoir le faire. Et évidemment, vous connaissez ma plume. Alors je me suis retrouvé réfugié politique. Et réfugié politique, vous ne pouvez pas revendiquer la bourse. Bon, par chance, ce statut me permettait de travailler. Et la suite, vous la connaissez. Et je fais de la métallurgie, c'est-à-dire que je fabriquais des portes, des meubles. Et après, je travaillais dans la publicité, puis dans le journalisme, la presse écrite. Et je me suis retrouvé à Radio France Internationale à partir des années 80. Et plus précisément, mon intégration date de 1987. La littérature est venue par la suite. J'ai publié un premier roman, un deuxième, un recueil de nouvelles, de la poésie. Je vous signale que le 15e livre auquel je participe sort incessamment. Incessamment. Voilà. Une riche production. Donc, alors, vous vous considérez comme une victime de la Révolution? Non, pas du tout. Je suis vivant, là. La victime est morte et est quelque part. Mais vous avez subi? Je n'irai pas jusque-là parce que y a beaucoup de gens qui ont plus subi cette période des 4 années que moi. Et moi, je connais des gens qui ont eu... et c'est justement la difficulté que j'ai aujourd'hui avec certains camarades par le passé. Parce que parler du côté lumineux de la chose seulement et oublier les zones d'ombre, moi, je trouve que ce n'est pas vraiment honnête. Il y a des gens qui ont payé beaucoup dans cette affaire, y compris le prix du sang. Des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire le mot révolution, qui n'ont même pas une idée de ce que c'est que l'État moderne, qui en ont fait les frais. Vous comprenez aujourd'hui que c'est difficile de parler du côté sombre de la révolution burkinabé? Mais quand on parle du côté sombre, c'est comme si, comment je vais dire, on faisait une trahison. Et il y a une certaine sacralisation de certains personnages où il ne faut pas y toucher. Mais moi, je ne suis pas naïf. Le 1er juillet, j'aurai 64 ans. Et je sais que tout homme a des défauts. Et si un homme n'a pas de défauts, il devient un danger pour la société. Et si un homme sait tout, là, il devient dangereux. Et tout homme a des défauts et tout homme commet des bévues. C'est pour ça que nos ancêtres ont inventé ce mot merveilleux que j'adore. Pardon, excuse-moi. C'est parce qu'ils savent que tout homme a des défauts. Alors, si on sacralise un individu, on en fait une icône, il ne faut pas y toucher. Tout ce qu'il a fait est parfait, est merveilleux. Et moi, j'appelle ça le mensonge officiel. Alors, justement, récemment, il y a eu cette polémique parce que je rappelle que loin du pays, mais vous êtes dans le présent, vous êtes dans l'actualité du Burkina, vous intervenez régulièrement sur l'actualité du Burkina. Il y a eu cette polémique sur la statue de Thomas Sankara. Et là, vous avez mené une réflexion pour dire qu'il faut plutôt un mémorial de la nation et non bâtir ce qui divise. À mon niveau, ce n'est pas une polémique. Qu'on fasse une statue sur Sankara, on peut en faire 100 si on veut. Hein. C'est à l'occasion justement de... Moi, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais le lieu où est cette statue, ça appartient au patrimoine national. Ce n'est pas la propriété d'un individu, d'une famille, ou d'un clan, ou d'un parti, ou d'un mouvement. Et Sankara, c'est un héros national. Si on veut, mais pas pour tout le monde, excusez-moi. Comment devient-on héros national? Il y a un examen, il y a des études, il y a un diplôme, il y a quelqu'un qui décide. Comment on devient héros national? Moi, j'aimerais le savoir. Quelqu'un décrète... L'ampleur de l'action, de l'engagement pour le pays, peut-être? Moi, je suis admiratif, vous allez m'excuser, c'est passéiste. Moi, je suis admiratif pour un président comme Sangoulé Lamizana. Et demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Vous vous rappelez les AVV? Aménagement des vallées des Volta. C'est sous son règne que ça a été imaginé. C'est une grande œuvre à l'époque. L'Office national des céréales, c'est après la famine de 1974 que ça a été créé. C'est sous son règne. Et l'idée de banque de céréales dans les villages est partie de là. C'est une grande œuvre. Pourquoi on n'en parle pas? Cet homme a fait beaucoup de réalisations. Pourquoi on n'en parle pas? Au nom de quoi?
Je ne sais pas si Sangoulé Lamizana, il a rien 13 ou 14 ans. Je vous prie de me citer un seul mot, même par accident de la circulation. Peut-être qu'il y en a eu. Et à 64 ans, la mémoire peut avoir des défauts. Et nous n'avons qu'une heure d'entretien, je peux oublier des choses. Qu'on me pardonne si j'oublie des choses. Mais je n'ai pas entendu qu'il y a eu une quelconque vindicte pendant le règne du Sangoulé Lamizana. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Je sais qu'en 1972, ça me revient, il y a eu des événements tragiques à la fois de Wayugia où le commandant Moumouni a perdu la vie. Mais pour nous, c'est resté lointain, qu'on me pardonne et que je vous explique. Pour nous, c'était des histoires de militaires, c'est des histoires dans une caserne. C'est un parent, le commandant Moumouni, c'est un parent à moi. De Wayugia, c'est un parent. Ça me touche personnellement. Mais au niveau national, c'est une affaire de militaire. Ça se passe dans la caserne. Nous ne disons pas que ça ne nous regarde pas, ça nous regarde. Ce sont nos fils, ce sont nos pères, ce sont nos oncles. Ça nous regarde. Mais il y a quand même... l'effet est amorti. Pourquoi on ne parle pas de cet homme? On a eu combien de présidents de par le passé? Il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Wizin Koulibaly, il y a des gens qui ont combattu pour que nous ayons notre indépendance. Pourquoi ces gens ne sont pas des héros nationaux? Pourquoi on n'en parle pas? C'est peut-être la dimension panafricaniste de l'homme. Je suis désolé, mais quand Wizin Koulibaly menait son combat, il n'y avait même pas un seul journal africain. Et après, au Burkina, il n'y avait que le Carrefour africain. Et c'est par la suite qu'il y a eu l'Observateur, qui est devenu l'Observateur Palga, et par la suite qu'il y a eu Le Pays. Et à l'époque, quand nous étions jeunes, quand on voulait regarder la télé, on allait au grand marché, au service de l'information, on regardait ça à travers la vitrine. On était tous attroupés, et c'était une petite télé noir et blanc. On ne pouvait pas amplifier l'action comme aujourd'hui, comme ça l'est possible aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, la télé et tout ça. Personne ne pouvait imaginer que dans les broussailles ici, il pouvait y avoir une chaîne de télévision qui s'appelait BF1. En tout cas, à notre époque, ce n'était pas imaginable. D'ailleurs, nous, on venait ici pour ramasser les hérissons la nuit. C'était la cambrousse. On ne pouvait même pas imaginer ça. Aujourd'hui, on peut amplifier mon action comme on veut. Mais est-ce qu'elle est plus méritante? Je ne suis pas sûr. Est-ce que la publicité, ou en tout cas le volume qu'on donne à quelque chose, la communication qu'on donne à quelque chose, ça en fait quelque chose de plus valeureux? Je ne suis pas persuadé. Des gens se sont battus pour qu'on ait notre indépendance. Pourquoi ils ne sont pas des héros nationaux? Pourquoi prendre le Conseil de l'Entente, qui est un patrimoine national et public, et l'attribuer à un individu parmi les 18 millions de Burkinabés? Peut-être qu'il y a des raisons. Si on me les explique, je ne suis pas bouché. Si on me les explique et que ce sont des arguments valables, je suis prêt à les recevoir. Voilà pourquoi moi j'ai demandé qu'on fasse un monument de la nation. Où tout le monde pourra se retrouver. Ben, attendez, on est en train de perdre des richesses, on est en train de perdre beaucoup de choses. Allez n'importe où. Hier, j'étais au musée et je n'ai trouvé que des maquis. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des choses, mais quand je suis allé au musée, je m'attendais à plus d'ampleur. Personnellement, je suis allé un dimanche, c'est vrai, je n'ai pas pu visiter comme il le faudrait, mais quand je passe et que je vois la cour, je m'attendais à un truc multidimensionnel. Ben bon, je sais le Burkina a beaucoup de... Quand vous m'avez invité, je sais que je passe à la télé. J'ai tenu à mettre du Faso d'Anfani et surtout du François Ier. Voilà. Si vous avez regardé dans mes voyages, partout où je vais, je tiens soit un chapeau peul burkinabé. En tout cas, le Burkina Faso est présent là où je suis. On a des choses à montrer. Mais pourquoi approprier ça à un clan? Moi, je ne sais pas. Il faudra qu'on m'explique. C'est pour ça que moi, j'ai dit, il nous faut un monument national où nous allons rassembler notre histoire. Pas parce que ça nous plaît, parce que c'est un devoir. Alors, vous dites, on est dans une forme d'impasse des esprits et donc vous recommandez toujours dans cette dynamique-là des états généraux de la nation burkinabé. Ça, je l'ai demandé à un moment donné. J'ai parlé de la réconciliation nationale, je l'ai parlé à un moment donné. Et il y a une autre formule aussi que j'ai utilisée à un moment donné.
Ça dépend de l'actualité. Mais il est clair que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Bon. Regardez la circulation de Ouaga. On parle d'incivisme. Personnellement, je refuse de conduire à Ouaga. Quelqu'un brûle le feu rouge, vient passer devant vous et vous insulte. Et continue sa route. Et tout le monde trouve ça normal. Quelqu'un laisse la voie des cyclistes, vient se mettre à côté de vous sur la voie des automobiles, et en partant, vous lancez un mauvais regard, alors que c'est lui qui est dans son tort. Et trouve le moyen de vous agresser si vous ne répondez pas à ce que lui souhaite. On a mis un terme impudique là-dessus, on a dit c'est l'incivisme. Non, ce n'est pas l'incivisme, c'est une société qui se délite. J'ai même vu des barbus, des barbes blanches insulter des gens dans la circulation. Ceux qui, dans notre société, devraient représenter les valeurs de sagesse. Eux-mêmes se conduisent comme s'ils avaient 18 ans. Il n'y a plus de repères. Les repères sont là. Sachons les retrouver et le lire. C'est pour ça que je demande une forme de sursaut national. Dire qu'il y a de l'incivisme, chacun rentre se coucher. Bon, on est satisfait, on l'a dit, on a dénoncé l'incivisme. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le dire, bon, c'est formidable, ça apaise l'esprit, ça calme. On est tranquille parce qu'on l'a dit, on l'a énoncé. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que moi, j'ai demandé une forme de rassemblement des énergies, de tout ce qui compte. Les états généraux de la nation, pas seulement le personnel politique. Est-ce que vous trouvez juste que toute la société burkinabé fasse les frais de combats politiques au sommet ou de combats au sein d'un parti politique? Est-ce que vous trouvez ça juste? Moi, je trouve que non. Tout simplement parce qu'il faut qu'on se rencontre tous. Je dis bien tous. Ce que les spécialistes appellent un débat inclusif. J'ai mis du temps pendant longtemps avant de comprendre ce qu'ils entendaient par inclusif. Et je compris qu'inclusif, ça voulait dire tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui le veulent. Il faut qu'on se réunisse et qu'on dise, voilà les règles du jeu que nous voulons. Et celui qui sort de ces règles du jeu, c'est celui qui se met en dehors de ce que tout le monde souhaite et nous ne l'accepterons pas. Malheureusement, l'enjeu politique, le tout politique fait qu'on n'a pas cette capacité à s'écouter. Mais on a cette capacité, nous sommes là. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Nous sommes là, on se rencontre tous les jours. Beaucoup de gens comme moi existent. Mais vous parlez de ces politiques qui prennent un peu en otage la chose, qui sont censés organiser tout ça. Malheureusement, c'est... Et c'est pour ça que je refuse de me taire. Allons-nous nous taire et être des otages consentants? Qu'on vienne me rafler, là j'accepte. Mais que je me constitue moi-même otage, vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Vous pensez que nous allons continuer à être des otages consentants? Je ne le pense pas. Moi, je ne le crois pas. Ou alors, si les politiciens ont joué un jeu qui, à un moment donné, est tellement grippé qu'il est bloqué, mais on peut dire aussi au secours. Ce n'est pas interdit de le dire. En tout cas, moi, je n'ai pas lu dans nos lois une loi qui dit qu'il est interdit de faire appel aux énergies nationales, aux ressources. Nous avons les ressources culturelles et morales en nous pour gérer toute forme de situation. Nous les avons et elles existent. Malheureusement, il y a comme une sorte de rejet. On n'a pas confiance justement aux compétences. Tant qu'on n'a pas forcément l'étiquette politique, on a du mal à travailler avec les énergies, les idées des autres. Eh bien, dans ces conditions, continuons. Fonçons. Droit dans le gouffre. Le mur est là, mais si vous voulez, accélérons. Accélérons alors. Allons-y. On peut mettre la 4e vitesse et appuyer sur la pédale. Allons-y. On voit le gouffre. Et on dit, à chaque fois qu'on émet quelque chose, on dit, ah oui, mais il y a ce problème. Ah, est-ce que tu as pensé à ça? Ah oui, il y a tel problème. Mais allons-y. Allons-y.
Alors, on essaie de mettre en place des institutions, des structures, des mécanismes justement pour aller à cela. Il y a notamment le HCORON, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Et vous vous dites, c'est là une structure préfigurée et installée par le pouvoir central, quelque peu juge et parti à votre avis? Bon, je vais prendre une métaphore médicale. J'ai un cancer en phase avancée. Vous me donnez de l'aspirine. Est-ce que vous pensez que vous avez résolu mon problème? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que... peut-être que vous avez la conscience tranquille parce que vous m'avez donné un verre d'eau et de l'aspirine et vous pouvez aller dormir. Mais est-ce que c'est le remède. Est-ce que c'est ce que je vous demande? Moi, quand on a sorti ce Haut Conseil de la réconciliation, j'ai félicité les concepteurs pour une raison très simple. Parce qu'avant, on avait beaucoup de choses concernant la réconciliation. Mais là, on a ajouté réconciliation et l'unité nationale, qui est vraiment quelque chose de très important. Moi, je refuse que les querelles de deux personnes délitent la nation entière, divisent la nation. Ce n'est pas des dieux. Ils respirent l'air comme nous. Ils boivent l'eau comme nous. Quand ils marchent sur deux pieds. Ils n'ont pas trois pieds. C'est des êtres humains comme nous. Est-ce que vous trouvez normal que les querelles de deux personnes nous mettent nous deux à mal alors que rien ne nous oppose? Vous pensez que c'est normal? Et on me demande de me taire, je ne me tairai pas. Je suis désolé. Et nos législations accordent la liberté d'opinion et le corollaire de cette liberté d'opinion, c'est la liberté d'expression. Ça ne sert à rien de faire des constitutions ultra propres, lumineuses, fantastiques, de faire des codes magnifiques, des textes de loi vraiment modèles pour les mettre au tiroir et faire autre chose. Ça ne sert strictement à rien. Le père de famille, ce n'est pas celui qui met l'enfant au monde. Le père de famille, c'est celui qui éduque l'enfant. Et élever un enfant, ce n'est pas seulement le nourrir. Parce qu'on peut le donner à manger matin, midi et soir. Mais ça ne suffit pas pour en faire un enfant. Élever un enfant, c'est en faire un homme quand nous serons dans la tombe. Je suis désolé, mais bon, moi, bon, on dit que c'est les gens du Nord, peut-être qu'il y a un héritage, mais j'ai l'habitude de... Parler sans langue de bois. Nous n'aimons pas les interprètes parce que les interprètes Ça dilue. voudraient amortir le langage. Chez nous, on aime que les mots disent ce qu'ils sont censés dire. Et que ça choque. Ben, si ça vous choque, c'est que quelque part, je n'ai pas tort. Alors pour vous, finalement, cet instrument-là, il est mal parti. Il ne peut pas permettre d'atteindre l'objectif recherché. Je vais me permettre de vous soumettre un peu à la question. Cet HCORON existe depuis quand? C'est depuis quand qu'il a été institué? Depuis l'avènement du pouvoir de Roch-Kaboré. Bon, disons au minimum 3 ans. Pouvez-vous me citer un résultat? Pour Je ne dis pas 2 ou 3, hein, je dis 1. Pour l'instant, l'institution est à la recherche de ses marques. C'est d'abord l'organigramme. Récemment, il y a un bilan qui a été fait déjà avec quelques dossiers traités. Pas forcément les grands dossiers de l'heure, mais avec une proposition qui est la justice transitionnelle. C'est quoi la justice transitionnelle? J'ai lu cette affaire, j'ai lu d'autres propositions, d'autres types de justice. À l'image des Gachacha au Rwanda ou à l'image de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais contextualisé au cas burkinabé. Il y a des choses dans la vie, si vous mettez un adjectif, ce n'est plus pareil. La vérité, si vous mettez un adjectif devant, ce n'est plus la même chose. Moi, on m'a toujours dit qu'un demi-pain, c'est du pain. Une demi-vérité, ce n'est plus la vérité. À partir du moment où on met un adjectif au mot justice, il y a un problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est mon opinion. Pour vous, la justice transitionnelle, donc, ce n'est pas la Ah, bonne option?
Ah, je ne dis pas que ce n'est pas la bonne option. Je ne suis pas juriste du tout. Mais j'ai essayé de comprendre à la lecture des publications de certains rapports, des textes, des interviews. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne suis pas arrivé à comprendre ce que c'est. En tout cas, moi, quelqu'un n'a pas réussi à m'expliquer ce que c'est que la justice transitionnelle. J'aimerais bien savoir. Ça me permettrait au moins de me prononcer. Mais pour le moment, je me tais parce que là, nous sommes. Je sais qu'il y a un décor, il y a quelque chose derrière. Je ne peux parler que de ce que je vois. Je ne peux pas parler de ce qui est derrière le décor parce que je n'en sais rien. Donc il doit falloir Donc, plus de clarification sur la notion. En tout cas, je parle pour ce qui me concerne. Je lis beaucoup, je chasse l'information. Peut-être c'est une déformation professionnelle. Je traque un peu l'information. J'ai essayé de me renseigner sur ce que c'est que cette justice traditionnelle. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne suis pas parvenu à savoir le contenu de cette justice traditionnelle. Et c'est pour ça que j'évite d'en parler, parce que c'est difficile de parler de ce qu'on ne sait pas. Parce que le passif, il est tellement lourd, et visiblement, tout le monde semble comptable que la Hachkroun qu'on finit par admettre que la justice classique ne nous permettra pas de sortir d'affaire. Je vous ai dit, sincèrement, je ne suis pas juriste. Ces questions, j'éviterai de me prononcer sur ce que je ne sais pas. Mais vous dites que vous n'aimez pas la judicialisation des choses. Non, ce n'est pas que je n'aime pas la judicialisation des choses, mais il faut savoir raison garder. Notre société est duale. Pas duelle, elle est duale. Parce que quand je rentre au village, je respecte mon chef de village. Quand je vais chez le Moron, chez moi aussi, je me prosterne devant lui. Sa Majesté et moi savons que je suis citoyen burkinabé. Mais devant lui, je suis son sujet. Mais quand je sors de son palais, je redeviens un citoyen burkinabé. Nous sommes une société duale. On a un fonctionnement dual. Ça, c'est normal. C'est un héritage de l'histoire. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand les gens sortent de la justice du blanc, le plus souvent, ils deviennent des ennemis mortels. Quand on sort de la justice de nos grands-parents, on peut aller au cabaret ensemble. On peut se retrouver. Comment ça se fait que nous avons rejeté tout ça, nous avons oublié tout ça? Pourtant, c'est là, à côté de nous. Hein. Il suffit de demander et les anciens nous le donnent. C'est là, à côté de nous. Ce n'est pas des milliers de kilomètres. Hein. Ce n'est pas des experts qu'on va payer pour qu'ils prennent l'avion, aller au grand hôtel, organiser des conférences avec des TDR pour nous expliquer. Non. Ce sont nos grands-parents, nos grands-mères, elles sont là, il suffit de demander. Et elles nous disent. Ce sont nos valeurs. Oui. Alors, aujourd'hui, on est dans un Burkina Faso où on est permanemment dans la division. Vous suivez l'actualité. Et la plus récente, c'est sur la forêt classée de Koua, qui divise aujourd'hui. Bon, elle divise pourquoi? Parce qu'il y a eu l'intervention de beaucoup de choses. J'ai suivi cette affaire. Et pourquoi je suis cette affaire? Ça n'a strictement rien à voir avec la politique. Parce que moi, les enjeux politiciens, et moi je regarde ça de loin, de par la distance déjà, parce que c'est à 5000 km. Et de deux, je vous ai dit que je suis un analyste politique, mais je ne suis pas un acteur politique. Donc, il faut être prudent avec les choses. Et l'action politique se passe hors de la vue du notaire, comme on dit. Moi, je ne suis pas là. Donc, je suis prudent quand j'émets un jugement sur les uns et les autres, parce que je ne connais pas leur motivation, je ne connais pas leurs contraintes. Mais pourquoi je suis intéressé par cette histoire de la forêt de Koua? Parce que de par mon parcours professionnel, tout ce qui touche à l'environnement, à la biodiversité, ça me dit quelque chose. Parce que si de Waïguia, zone semi-désertique, et c'est en écoutant les scientifiques et les chercheurs, et là je les remercie beaucoup, parce que c'est des gens qui ne craignent pas de faire des milliers de kilomètres de dormir sur le sable, au clair de lune, pour faire leurs recherches.
Ce n'est pas dans les bureaux climatisés qui sont ces chercheurs-là que moi je rencontre. Et de par mes fréquentations avec les chercheurs dans ce domaine-là, et surtout dans le domaine agricole, je suis arrivé à savoir ce que c'est que l'agroforesterie et la biodiversité. Ce n'est pas des mots vides de sens. Tout commence par la Terre. Et je vous fais remarquer que ce n'est pas pour rien que notre planète s'appelle Terre dans le système solaire. Parce que nous vivons sur la Terre, nous marchons sur la Terre. Et quand nous allons mourir, nous allons retourner à la Terre. Tout commence par la Terre. Tout à fait. Vous voulez bâtir, vous voulez cultiver, tout ce que vous voulez faire, c'est sur le sol. Il nous faut d'abord un sol vivant. Le sol, là, vous le regardez comme ça. Pourquoi il est vivant? Quand vous prenez une poignée de terre, les graines sont là. Hein. Vous et moi, on ne les voit pas. Mais elles sont là, qui attendent un moment favorable pour pousser. J'ai fait récemment une chronique où les gens étaient surpris de savoir que les arbres communiquent entre eux. Les végétaux communiquent entre eux. Ben, que ce soit par des phéromones, que ce soit par des vibrations, que ce soit par des échanges de minéraux dans les racines, ils savent communiquer entre eux. Et un arbre, ce n'est pas l'ombre seulement qu'on voit ou du bois. Hein. L'arbre, par ses racines, enrichit le sol que nous cultivons. Nous le savons parce que on a été obligé de créer SOS Sahel en 1972. SOS, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire sauvons ce qui reste, quoi. Sinon je me noie. Du Sahel. Voilà. Nous avons été obligés de créer un organisme transnational qui s'appelle SOS Sahel. Ce n'est pas sans raison. Ça veut dire quelque chose. On m'a dit qu'on a été visiter cette forêt de quoi et que des gens y cultivent et qu'elle est... Il n'y a pas grand-chose. Et qu'il ne reste plus grand-chose. Mais magnifique. Reboisons-la. Formidable, puisqu'on a pu le constater. Le constat. Cette visite du ministre des Affaires étrangères, moi je la salue parce qu'elle n'est pas inutile. Elle nous a permis de constater que cette forêt classée a été atteinte. Au boulot. Reboisons-la. On a plutôt besoin de l'espace pour construire un hôpital. Le Burkina n'est pas si surpeuplé que ça. On n'a que 18 millions d'habitants de Burkinabé, dont la moitié, plus de la moitié vit à l'étranger. Et pour 274 000 km², excusez-moi... Il y a encore de l'espace. Plus que de l'espace, soyons sérieux. Je suis persuadé que si je montais une société immobilière à coût de milliards aujourd'hui, on me trouverait de l'espace à Bobo. Ça, j'en ai la conviction. Je ne critique personne, hein, mais j'ai la conviction que si on le veut, on peut trouver un autre site. J'ai cette conviction-là. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après le Fouta Djallon, qui est la première réserve d'eau douce de l'Afrique de l'Ouest, c'est le site de quoi qui est la deuxième réserve d'eau douce de toute l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi je vous cite le Fouta Djallon? Regardez sur la carte. Tous les grands fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leur source dans le Fouta Djallon. Et nous avons la chance, dans un pays aride, je ne sais pas si vous parcourez le Burkina. Je sais que pour beaucoup de gens, le Burkina Faso, c'est Ouagadougou. Et pour certaines personnes, le Burkina Faso, c'est Ouagadougou 2000. Non, moi j'ai fait les 45 provinces du Burkina. Il y a des fois, vous faites 10 km, vous ne voyez pas un végétal. Nous avons la chance d'avoir quand même un coin où il y a quelque chose. Et c'est justement ça qu'on va aller désherber. Mieux. J'ai parlé de biodiversité. Quand vous regardez la forêt, les végétaux, il n'y a pas qu'une seule essence végétale dans une forêt. Il y a plusieurs sortes d'essences végétales. Il y a des essences végétales au Burkina qui sont soit disparues, soit menacées de disparition. C'est des richesses. Et on parle de déboiser. C'est un mot qui ne devrait même pas exister dans le langage d'un Burkinabé, déboiser. Si vous savez l'état dans lequel nous sommes. De l'avis du gouvernement, c'est juste quelques arbres à déterrer parce qu'il n'en reste plus grand-chose sur ces 16 hectares concernés. Mais on a commencé comme ça, justement. Moi, on était dans notre jeunesse, il y avait des camps chantiers pour faire les reboisements. Quand on était jeune au lycée, on appelait ça des camps chantiers. On allait faire le reboisement. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème. C'est depuis les années 60 qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème. Et ce problème n'a fait que s'amplifier. Pourquoi? C'est principalement la main de l'homme. Hein.
La désertification, c'est principalement la main de l'homme. C'est justement d'un petit espace en petit espace qu'on en est arrivé là. Et on va continuer encore le même jeu. On parlait tout à l'heure de la révolution qui a eu quand même un intérêt particulier aussi pour ces questions. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le Burkina Faso ou l'Afrique de façon générale est véritablement préoccupé par cette question verte? Et quand on arrive à Ouaga, on n'en est pas préoccupé. Mais quand vous sortez de Ouaga, les gens en sont préoccupés. Si vous êtes aujourd'hui un éleveur dans le Sahel, vous avez 20 têtes de bétail. Il vous faut de l'eau chaque jour. Une vache a besoin de 60 à 80 litres d'eau par jour. Il vous faut du fourrage. Notre saison sèche dure 8 mois. Vous faites comment? Vous ne pouvez plus faire la transhumance comme nos parents le faisaient avant. Vous avez 80 têtes de bétail chez vous. Vous faites comment? Ce n'est pas un problème que vous avez là? Vous pensez que ces gens ne sont pas préoccupés par la dégradation de la biodiversité? C'est quelque chose qu'ils vivent. Alors, vous êtes de Waïouia, il y a notamment le vieux Yacouba Savadogo, prix Nobel alternatif. Oui, j'étais l'un des premiers qui a fait une émission avec lui quand il commençait. Et c'était avec la Voix du Sahel, la radio Voix du Sahel, de ses confrères là que j'ai été le voir. Il se trouve que c'est un oncle maternel, parce que ma maman est Savadogo. Je le connais depuis longtemps. Quand j'ai fait cette émission, j'ai passé toute la journée avec lui dans sa forêt. On a fait tout le tour. Il m'a expliqué beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai eu une chance extraordinaire parce que nous parlons la même langue, donc les métaphores, les dessins, les symboles qu'il utilise, je les comprenais. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et lui, justement, il est un peu scandalisé par ce qui est en train de se produire du côté de quoi? Nous sommes sur votre antenne. Je suis obligé de policer mon langage parce qu'on est sur une antenne. J'ai des cheveux blancs, une moustache blanche que j'ai laissée. Il y a certains mots que je ne dois pas utiliser. Mais excusez-moi, du point de vue environnemental et de la biodiversité, déboiser quoi est un crime. Ça, c'est mon point de vue. Un crime? C'est un vrai crime. Mais sortez de Ouaga, faites le tour. Vous n'allez pas loin, hein. Sortez de Ouaga, faites 10 km et regardez l'environnement autour de vous. Allez à Koubri à côté et regardez autour de vous. C'est vrai que la saison pluvieuse a commencé, ça a commencé à reverdir, mais regardez autour de vous. Le Burkina, c'est un espace où vous n'avez pas besoin d'objectifs pour voir 10 km. C'est vide. Vous n'avez pas besoin d'un téléobjectif au Burkina. Il y a des zones, vous regardez, vous voyez à 20 km. C'est vide. Il y a même la forêt du vieux Yacouba Savadogo qui est menacée aujourd'hui par des constructions tout autour. Moi, je n'ai pas compris cet appétit immobilier. J'ai du mal à comprendre ça. Il faudra qu'on m'explique. Et même à Ouaga, tout le monde sait que la question de l'immobilier et du foncier, c'est une question qui risque de nous valoir des déboires un matin. Tout le monde veut se loger. Et est-ce une raison pour faire n'importe quoi? J'ai faim, mais est-ce que je vais manger, je vais me jeter sur le premier plat que je trouve? Tout le monde veut se loger, tout à fait normal. Mais est-ce une raison pour faire n'importe quoi? Parce que là, c'est du grand n'importe quoi ce qui se passe. Et justement, c'est aussi l'autre menace pour le monde rural, ces espaces qui se rétrécissent. Vous pensez quoi de l'idée des journées nationales du paysan, ce cadre où la réflexion est produite par rapport au développement du monde rural? J'ai participé à 2 de ces journées en tant que journaliste. Bon, j'attends d'y être invité en tant qu'intervenant. Bon, ça ne s'est pas encore fait. Peut-être qu'un jour, ça se fera. C'est bien comme idée. Oui. C'est la seule réponse que je peux vous donner. D'accord. C'est bien comme idée. Alors, pour les journées nationales, la journée nationale paysan 2019, par exemple, il a été question du défi de la sécurité alimentaire
dans un contexte d'insécurité. C'est aujourd'hui une menace réelle pour un pays comme le Burkina, où nos paysans ne peuvent plus justement travailler tranquillement. Il y a cette menace terroriste qui est là. Je pense l'avoir écrit à plusieurs reprises, notamment à partir de mon vécu au Mali. Et la défunte mère de ma fille est de Tanout au Niger, c'est à côté de Zinder, c'est une zone que je connais. Et quand il y a eu les attaques de tyrosérine, nous étions dans la zone. Donc, vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Au Burkina, ça date d'aujourd'hui. Mais c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. J'ai visité ces zones-là. Je sais ce qui s'y passe. Pour des raisons professionnelles et pour des raisons de famille, je connais beaucoup de zones à Agadez, tout ça au Niger. Le Mali, j'ai visité tout le nord, jusqu'à Mauritanie, j'ai visité tout le nord. Je connais ces zones-là. Je sais ce qui se passe au village. C'est pas d'aujourd'hui. Je pense l'avoir écrit et l'avoir dit à la radio et avoir même donné la parole à des paysans pour l'expliquer. Ce n'est vraiment pas une découverte en 2019, quoi. Si on a découvert ça en 2019, là, nous avons un souci. Et là, un souci de conception. Pour la simple raison que nous sommes un pays à 90% d'agriculteurs et d'éleveurs. Et nous importons des vivres. Ça veut dire que l'insécurité alimentaire dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui et est chronique. Si vous y ajoutez l'insécurité, essayez d'imaginer. la menace... Ben, ça, je pense avoir tiré la sonnette d'alarme. Bon, à l'époque, quand je le faisais, les plus polis ont dit que j'exagérais. D'autres ont dit, pourquoi c'est toujours toi? Alors, il faut repenser peut-être les politiques publiques en matière donc, de protection du monde rural, en matière donc, de développement agricole. Jusque-là, on a l'impression que les politiques qui semblent inadaptées, ou alors c'est peut-être la nature qui ne nous donne pas le choix. Je suis en situation de famine. La population souffre de famine. Vous proposez de m'apporter une aide alimentaire humanitaire. Si vous ne me demandez pas quelles sont mes habitudes alimentaires, comment vous pouvez m'aider? Vous n'allez pas m'envoyer des huîtres là alors que j'ai en plein Sahel? Vous n'allez pas m'envoyer du camembert ou du jambon de porc alors que je suis dans un environnement musulman? Ou alors m'envoyer des denrées périssables alors que je n'ai pas de chaîne de froid? Il faut que vous me connaissiez un peu pour pouvoir m'aider. Il est impossible d'aider les paysans africains sans eux. Ce n'est pas possible. Et les chercheurs le savent. Il suffit de leur demander, ils ont fait des rapports. Malheureusement, on a l'impression que les résultats de la recherche ne sont pas au plus haut niveau exploités au profit. Est-ce que c'est la faute des chercheurs? Les chercheurs, ils ont fait leur boulot. Moi, en tout cas, autant que faire se peut, je relaie ce que j'ai cru comprendre. Moi, j'ai toujours vu nos grands-mères, quand ils arrivaient pour semer leur petit lopin de condiments, ils prenaient un bout de terre, mettaient dans la bouche pour goûter. Je me suis demandé, mais pourquoi ils faisaient ça? Et c'est quand je rencontrais les chercheurs, je me demandais, mais pourquoi nos mamans faisaient ça? Ils disaient, ben oui, parce que la terre, ça a du goût, et ce goût-là, ça dit la composition du sol, la richesse, ça dit la fertilité d'un sol. Nos grands-parents savent quelle plante pousse là. Ce sol-là convient à telle plante. Ils le savent. Ils vivent là-bas. C'est un savoir qu'ils ont accumulé pendant des centaines d'années. Nous ne pouvons pas faire comme si ça n'existait pas. Nous, on a fait des reboisements dans les années 60. On a planté des nimiers importés de je ne sais pas où, parce que c'était le plan qu'on nous offrait. Le résultat, vous l'avez vu, vous? On n'a même pas essayé, même par le biais des vitroplans, les essences locales, on ne les a pas essayées. En tout cas, moi, je me balade, peut-être que je ne sais pas regarder. Si je n'ai pas su voir, qu'on me pardonne. Mais nos essences locales,
Moi, je crois qu'on a importé beaucoup de choses qu'on a mis dans nos campagnes. Alors pour vous, on pense beaucoup plus pour les paysans On pense sans eux. Et il y a un mot qui est intervenu dans le langage depuis certaines années. Et tant que ce mot, on ne va pas l'enlever, on ne va pas l'extirper même du langage, ça ne peut pas marcher. Il y a le mot per diem. Avant, nos agents, ils travaillaient, ils n'avaient même pas eu une idée de demander de l'argent, puisqu'ils avaient un salaire. Et c'était des gens qui étaient engagés dans ce qu'ils faisaient. Et moi, je voyais les encadreurs ruraux dans nos jeunesses qui n'existent plus. L'encadrement rural, ils étaient dans les champs avec les paysans. Ils ne demandaient pas des milliers de cents. Ils demandaient de l'essence pour la mobilette, c'est tout. C'était des gens engagés dans ce qu'ils faisaient. Vous venez me demander, je dois vous former, et vous me demandez de vous payer pour vous former. C'est quelle hérésie, ça? Vous avez vu ça où? Vous travaillez pour votre pays. Mais un peu de patriotisme. Pourquoi vous demandez qu'on vous donne des per diem? C'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Il faut qu'on enlève ce mot-là parce que ce mot, depuis qu'il est intervenu, ça a grippé les énergies. Je sais que ça ne va pas plaire, si j'ai froissé quelqu'un par ces mots, qu'on m'excuse, mais on m'a demandé ce que je ressens et je sais quelqu'un qui va sur le terrain et je vois ce qui se passe. Et je ne me sens pas le droit de vous dissimuler ce que je vois. D'accord. Alors, un forage équipé pour chaque parcelle de 5 hectares en un seul tenant, c'est l'une des visions du ministre de l'Agriculture actuel, par exemple, par rapport à une sorte de pérennisation de la production agricole en toute saison, par exemple. Ce serait une bonne idée, si c'était faisable. D'accord. Moi, je sais qu'économiquement, ce n'est pas possible. Pour la simple raison que je connais nos moyens budgétaires. Je sais que nos ministres de l'Agriculture ne sont pas méchants. Ils voudraient bien, mais leurs moyens sont limités. Qui veut voir ses parents souffrir? Moi, je ne pense pas qu'ils veulent voir leurs parents souffrir dans les campagnes. Là, peut-être c'est une question de vision de développement avec les priorités clairement affichées. Si on estime que l'agriculture, c'est une priorité, on peut... Ah, ce n'est pas une priorité, c'est vital pour nous. Donc, on doit pouvoir mettre suffisamment de moyens pour... Il n'y a pas que l'argent. Nous avons de la main-d'œuvre. Je vous assure, demandez à tous les gens de ma génération, ils vous diront que tous les équipements coloniaux de l'Afrique, toute l'Afrique des pays francophones, de l'Afrique de l'Ouest, ont été construits par la main-d'œuvre des voltaïques. C'est pour ça que vous avez des colonies de voltaïques dans presque tous les pays qui nous entourent. C'est une richesse. Pourquoi nous ne l'exploitons pas? Que pensez-vous justement de cette culture de rente? Le Burkina, qui a perdu sa place de premier producteur de coton, est en train de travailler, de prendre des mesures pour retrouver sa première place, le producteur de coton. Et le coton, on peut dire beaucoup de choses. Mais on ne peut pas réussir tout ce qu'on entreprend quand même. Moi, je voudrais bien que le Burkina produise des milliards de tonnes de coton. Moi, je voudrais bien, c'est un rêve pour moi. Mais regardez par exemple le café. Nous vivons un monde extraverti. Vous voyez le café qu'on boit à Ouaga là? Vous appelez ça du café? C'est le reste d'usines qu'on envoie dans nos pays. C'est-à-dire que nos pays produisent le café, d'autres loin consomment le meilleur café et nous envoient le rubus. Et quand vous regardez les revenus du café, seulement 10% des revenus du café retournent aux pays producteurs. Il en est de même pour le coton. Et là, ça fait mal. Ce sont des chiffres qui font mal. Le gouvernement est en train d'installer une usine, justement, du côté de Koudougou. On est en train de ramener une usine. Peut-être que la solution aussi, c'est cela, la transformation. Mais on oublie qu'avant ça, il y a eu l'usine Voltex que nos papas avaient créée, installée et qui marchait très bien à Koudougou. Moi, c'est cette capacité à renier ce que nos parents ont fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi nous pensons que c'est nous qui avons inventé le monde? Le monde, il existait avant que nous viennent. Je peux vous garantir que
La terre de Ouagadougou existait avant que nous on naisse. Mais nous pensons que c'est nous qui avons inventé le monde. C'est de la folie. C'est comme ça la gouvernance en Afrique. Les prédécesseurs n'ont jamais rien fait. Mais comme je vous ai dit, à presque 64 ans, je sais que bon, il y a le rêve et il y a la réalité. D'accord. Alors, pour ce qui est de l'élevage, c'est 26% quand même des recettes d'exportation au Burkina. Vous étiez récemment au Sahel? Oui, Salon de l'élevage. Oui. C'est un secteur porteur, mais hélas. Ben justement, c'est un secteur qui souffre beaucoup du problème de biodiversité. Comme je vous ai dit, vous avez un troupeau, il vous faut une retenue d'eau. Nos anciens savaient le faire. Il y avait des pistes où ils savaient où il y avait les retenues d'eau. La preuve, c'est qu'ils ont vécu des millénaires sans mourir. Il a suffi que nous, on arrive pour que les problèmes se posent. Mais ils étaient là depuis des millénaires, ils ne sont pas morts. Et quand nous on est arrivés, regardez les problèmes que nous avons su créer en quoi 50 ans d'indépendance. D'accord. Alors, nous sommes malheureusement en fin d'émission. C'est un classique. Hein. Vous allez me dire ce que vous pensez du ministre Alpha Barry? Non, c'est un ami. C'est quelqu'un d'intègre. Mais seulement quand on est dans l'action politique, on n'est pas libre de soi. Et comme on dit à Moré, c'est-à-dire, il n'est pas libre de ses épaules de mouvoir comme il veut. Je comprends, hein, je le comprends. Mais c'est quelqu'un que moi je connais. Et s'il me dit, dans le trou là, mets ta main, le serpent qui est dedans là, est édenté, je mettrai ma main. Vous avez confiance en lui? Oui, c'est quelqu'un que je connais. Mais quand on est dans l'action politique, il y a des nécessités. Ça aussi, je le comprends. Et je sais aussi qu'un père de famille ne peut pas tout dire aux enfants. D'accord. La communication gouvernementale du Burkina? Il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais comme on dit toujours, c'est celui qui est arrivé 2 mois après, qui sait comment on garde mieux le malade. Tous ceux qui ont gardé le malade pendant 2 mois, ils pensent qu'ils n'ont rien fait. C'est toujours celui qui vient d'arriver qui pense tout connaître. Non, ce n'est pas mon cas. Beaucoup de gens au Burkina sont des collègues. Certains ont travaillé avec moi. Et presque tous les 3 ou 6 mois, je suis à Ouaga. Beaucoup de journalistes, beaucoup de communicants au Burkina, on se connaît, on se fréquente, c'est des amis. Certains sont des frères très proches. Il y a un problème de structure, un problème de personnel et un problème de moyens. Et un problème de structure, pourquoi? Parce que j'ai fait de la science politique et on m'a appris quelque chose de fondamental. On m'a appris que les systèmes cohérents produisent des résultats cohérents et les systèmes incohérents produisent des résultats incompréhensibles, difficiles à interpréter. D'accord. Pour terminer, le président Roch-Marc Christian Kaboré? C'est quelqu'un, à l'université, on était dans les mêmes groupes à Paris. Même si on n'a pas été très proches, lui et moi, on était dans le même groupe. Et quelqu'un comme Jean-Claude Bouda, c'est quelqu'un que je fréquentais à Koulouba et à Paris. C'est des amis que je connais. Même si l'action politique nous a éloignés, et puis la distance, et puis mon métier aussi y est pour quelque chose, parce que je suis tout le temps entre 2 avions. Bon, on ne peut pas tout avoir dans sa vie. Hein. Faire bien son boulot, se déplacer et voir tous les amis comme on veut. Bon, le rêve, on voudrait tout avoir, mais ce n'est pas possible. Mais c'est des gens que je connais. C'est des hommes comme vous et moi, chacun a ses limites et ses défauts. Mais beaucoup sont des réels patriotes. D'accord. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Je vous remercie. Merci. Il n'est pas totalement blanc. Hein. Peut-être que c'est pour des raisons de caméra. Okay, voilà. Saïba Traoré, journaliste à RFI, producteur et présentateur de l'émission Le Coq Chante, était notre invité pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne au cœur de nos défis. Le bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de la ville d'Abidjan. Bonsoir.